Et aujourd'hui, je reçois Mylène Candel. Bonjour Mylène. Bonjour Jolita. Nous sommes en visio, mais nous avons une très belle rencontre. Mylène, tu es coach de vie et coach parental. Oui, tout à fait. J'ai prévu te présenter comme coach en parentalité et tu m'as dit non, non, l'appellation coach de vie a tout son sens parce que d'abord, je m'occupe de vie des parents et après Oui. de la relation qu'ils ont avec les enfants. Tu nous raconteras tout ça. Nous sommes dans le podcast La clé de soi et aujourd'hui, on va parler surtout aux parents qui cherchent comment trouver une relation avec leurs enfants, mais aussi comment se retrouver dans ce rôle de parents qui nous colle à la peau dès la naissance de nos enfants et qui reste à vie. Et pourtant, on a aussi envie de rester nous-mêmes parfois. Et puis, les enfants ne naissent pas avec le mode d'emploi coincé quelque part. Donc, on va décortiquer tout ça. Avant ça, comment tu vas? Écoute, moi, ça va très bien et je suis ravie d'être là pour partager avec toi ce podcast. Voilà, donc tout va bien. Ce podcast, on l'envisage depuis longtemps. C'est vrai. On s'est connus dans un groupe de coaching, là où nous étions coachés. Et puis aujourd'hui, on vole de nos ailes, on coach les autres. Grand merci à un clin d'œil à AMB et à Ludovic Guecker. Euh, Mylène, pourquoi les parents pourraient avoir besoin d'un coach? Alors, souvent, les gens me disent, mais comment ça, un coach en parentalité? Hum, nous, les parents, on fait avec ce qu'on a, on fait de notre mieux. Euh, Comme si, en fait, c'était une menace pour dire, bah non, vous savez pas vous y prendre. Alors, non, pas du tout. C'est les parents qui ne sont pas satisfaits de la relation qu'ils ont avec leurs enfants. Les parents qui culpabilisent après ben, cette emporté ou qu'ils trouvent que le lien n'est plus là lorsque les enfants grandissent et qu'ils ne se comprennent plus. Et pour ça, ben, un coach en parentalité a toute sa place et va apporter des outils pour refaire naître la relation, une relation saine, une relation de proximité. Et est-ce que toi, tu accompagnes des parents, des enfants d'un âge précis? Alors, pas forcément, non. Dans ma clientèle, ça peut être des parents de bébés et Oui. des parents d'adolescents. Les enfants les plus grands avaient ben, pour l'aîné 20 ans. Donc, Oh. c'est très, très large. C'est vrai qu'il peut y avoir d'autres professionnels qui se spécialisent sur la petite enfance, mais non, moi, j'accepte tous les parents. Et en plus, Et comme est-ce tu que... l'as dit, on Oui, est parents jusqu'à la fin ben, de notre vie. Donc, c'est un absolument. rôle à vie. Et est-ce que tu trouves qu'il y a un âge où le coaching est plus nécessaire, l'âge des enfants, je parle, où le coaching va être plus nécessaire qu'à d'autres moments? Alors, euh, oui, je dirais que déjà la phase des, des 2 à 3 ans, ou Oui. une phase importante, hein, on parle de la première opposition quelque part de l'enfant. Donc là, c'est une phase où les parents ont pas mal de fil à retordre et c'est intéressant parce que on va partir sur de bonnes bases tant que l'enfant est encore pas mature dans ses émotions, dans ses réactions, etc. Donc, je trouve que c'est un âge intéressant de 2 3 ans. Ensuite,
il va y avoir les parents qui vont se poser surtout des questions lorsque l'enfant atteint l'âge de raison vers 7 8 ans et que c'est encore compliqué. Et Hmm. là, euh, eh ben, c'est intéressant de faire appel à un coach parce que effectivement, normalement, vers 7 ans, l'enfant devrait arriver à maîtriser ses émotions un peu plus facilement. Alors attention, hein, ce sont des enfants. Bien sûr, c'est encore tout jeune, voilà, cette maturation émotionnelle et ils peuvent déborder encore. Mais des fois, bah, les crises sont là et puis l'opposition est très présente. Donc oui, 7 8 ans. Et ensuite, eh ben, il va y avoir la préadolescence vers 10 11 ans en fonction filles, garçons. Ben, les filles, ça va être plutôt vers 10 ans et les garçons plutôt vers 12 ans, où là, ben, le rapport de force aussi change et le besoin de séparation de l'enfant pour se créer sa propre identité naît. Et c'est une phase un petit peu compliquée, sans parler de l'adolescence à proprement parler, avec le collège, etc., où là, ça va être voilà. En fonction de comment ça s'est passé avant, des fois, les enfants sont plutôt calmes jusqu'à l'adolescence. Et là, le parent dit, je ne reconnais plus mon enfant. Je Ouais. n'y arrive plus. Il y a quelque chose qui est cassé. Aide-moi, s'il te plaît. Voilà. Je comprends. Et tu vois, tu me fais penser hier, j'ai passé l'après-midi à proximité d'une place de jeu avec les balançoires, les toboggans. Et c'était incroyable toute la tension que j'ai entendue dans la relation parent-enfant. Alors, j'ai pas vu qui était sur la place. Il y avait des papas, il y avait des mamans, il y avait des enfants plutôt jeune âge, je dirais entre 3 et 5 6 ans. Et toute la tension qui a été mise dans la relation pour mets ton bonnet, mets ta crème, fais attention, ça partait en cris de part et d'autre, aussi bien des parents où on sentait la colère, l'inquiétude, l'angoisse, et puis l'enfant qui, pareil, exprimait toutes sortes d'émotions sans que l'un écoute l'autre. C'était vraiment perturbant. Et comme tu dis, à tout âge, carrément, il y a des enjeux parentaux qui rendront compte et qui rendent cette relation souvent compliquée. Ah oui, c'est certain. Et puis en plus, dans un parc, il y a ce masque social aussi qui pèse lourd, Tu qui pèse trouves? lourd sur, oui, ce masque qui pèse lourd sur les parents. Je trouve que les parents se mettent une pression énorme sur paraître de bons parents. Ah, on parlera de ces pressions que les parents peuvent se mettre, mais avant ça, j'aimerais que tu nous expliques quelle est la formation de coach parental? Parce que souvent, on voit des gens, on se demande est-ce que c'est des gens juste qu'ils ont eu des enfants, ils se sont lancés comme ça? Est-ce qu'ils se sont formés? C'est quoi ton parcours à toi? Alors, mon parcours, déjà, ça a été une, à peu près 5 ans dans un milieu associatif de soutien à la parentalité en tant que maman. Donc, j'étais bénévole dans Mhm. cette association que j'ai créée avec d'autres mamans pour écouter les parents, pour qu'il y ait un espace de, tu vois, de partage et où on souffle et où on se dit, OK, je suis juste humaine et je relâche la pression. Donc, ça a été l'école de la vie. Et mes 3 enfants aussi m'ont appris beaucoup, beaucoup, et mes lectures, etc. Mais très vite, moi, j'ai vraiment besoin d'être formée, j'ai besoin d'aller au fond des choses. Et j'ai trouvé la formation qui, pour moi, était la meilleure sur le marché. C'est auprès de Kayla Rodrigue.
et c'est une neuropsychologue canadienne. Je l'ai découverte lors d'un forum sur la parentalité et j'ai tout de suite accroché avec sa manière de vulgariser. Elle est docteur en neuropsychologie, donc voilà, elle est calée, mais elle t'explique tout avec une simplicité, des images. Et je me suis dit, c'est avec elle que je veux me former. Donc là, ça fait plus d'un an que je suis en formation avec elle. Je fais son parcours professionnel pour être coach parental. Et je me suis choisie, j'ai investi pour atteindre le degré cercle des sages de Kayla Rodrigue. Donc là, c'est un parcours de supervision en 3 ans. Donc voilà, c'est vraiment. Et tu es en train de finir cette formation, hein? Oui, je suis en train de finir cette formation. Il y a des exercices, c'est divisé en modules et chaque module a son travail personnel à rendre. Et donc voilà, il y a des évaluations, il y a des retours, il y a des sessions où on travaille sur des cas cliniques. On peut poser nos questions sur nos cas cliniques à nous pour avoir un éclairage et être supervisé dans notre pratique. Voilà, c'est très complet. Mhm. J'aimerais aussi parler de ton parcours personnel. Je sais que c'est OK pour toi parce que parfois, quand on voit, et sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup des coachs parentaux, on se dit, ils vont encore nous donner des leçons de vie. Ils connaissent pas vraiment la difficulté. Ils ont peut-être eu des enfants ou pas. En général, si, mais ils ont eu certainement des enfants, entre guillemets, faciles. Et c'est très loin ton cas. Ah oui. Et je pense que le parcours avec tes trois enfants, mais surtout la relation avec ton dernier, a été le déclic. Je ne sais pas ce que tu as envie de partager de cette histoire-là. Je sais que tu tiens beaucoup aussi à l'intimité de ton fils, ce que je Oui. salue et que je respecte. Mais il y a aussi ton côté, parce que je te suis sur des réseaux et je sais que tes messages que tu partages sont très inspirants. Tu n'es pas du tout dans le donneur de leçons. Ah non. Alors, c'est sûr que certaines, certaines fois, on peut lire sur les réseaux, on peut avoir cet a priori, oh là là, ils vont nous expliquer la vie, c'est maman parfaite qui parle, etc. Alors moi, c'est pas du tout mon angle. Non, en fait, moi, je vis, je vis les épreuves et après, j'en parle. Et c'est vrai, comme tu dis, que d'autres parents, ça les inspire et ça, ils se disent, ah ben oui, elle sait de quoi elle parle. Et j'ai des clients qui me disent ça. En fait, on vient vers toi parce que tu es passé par là ou tu passes par là encore. Parce que bien sûr, ma vie, c'est pas parce que je suis formée en parentalité que ma vie de maman est parfaite. Pas du tout. Ce serait trop facile. Donc, en fait, ces épreuves-là, ces moments où je me suis sentie tellement démunie, où je me suis dit, mais comment faire? Comment faire pour éduquer en mettant un cadre, sans perdre la relation, en restant proche, en prenant en compte lui, ses besoins, ses difficultés et sans m'oublier. Alors, ça fait beaucoup de questions tout ça, hein. Et c'est vrai que ben, mon fils a une manière de voir les choses qui est vraiment à lui. Donc, on va dire qu'il a sa propre réalité, sans parler forcément de troubles. Bon, on s'est posé la question, enfin si, on peut en parler un petit peu, mais on s'est posé la question de si trouble du spectre de l'autisme ou est-ce que c'est du trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, sans hyperactivité? Est-ce que c'est de l'hypersensibilité? Est-ce que qu'est-ce que c'est en fait?
Mais au-delà des diagnostics, et d'ailleurs l'approche qu'on suit avec Kyla Roderick, on va au-delà de ces diagnostics-là, c'est est-ce qu'il a des blocages, est-ce qu'il a émotionnellement, est-ce qu'il a accès à sa vulnérabilité pour dire, écoute, là, ça me touche et voilà, c'est trop difficile pour moi. Ou, ou il explose. Et en fait, non, il explose. Donc, voilà. Petit à petit, les interventions font que, eh ben, on arrive doucement à connecter, à, à voir où, hop, là, non, c'est trop vulnérable. OK, on fait en, un pas en arrière. On va essayer une autre approche pour ne pas le braquer, mais aussi pour amener cette conscience qui est nécessaire parce qu'on vit en société et qu'il Mhm. y a des codes et que voilà, il y a un entourage, on peut pas blesser sa sœur, on peut pas insulter ses parents, on peut pas détruire la maison. Ouais. Voilà. Donc, c'est tout un tas d'interventions qui petit à petit font que la relation est préservée. Des fois, non, des fois, je me trompe, comme tous les parents, et je mets comme une hache dans le lien, et ça fait mal, et il va falloir ramer pour retrouver le lien. Ça va prendre peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être un peu plus. Mais ouais, c'est pas facile tous les jours et c'est important d'amener de la conscience sur ce qu'on vit, de la conscience pour se dire, OK, là, il, quel est mon besoin? Quel est son besoin à lui? Comment on peut trouver un chemin pour que tous les deux, on y gagne? De ce que tu me dis, c'est, on comprend que ton fils donc a je ne sais pas comment tu l'appelles, un déficit, c'est ça? Ou Un un trouble, trouble, oui, pardon. oui. Mhm. Donc, on comprend que ton fils, il a un trouble et tu es constamment à la recherche d'un mode d'emploi quelque part. C'est ça. Comment le comprendre, comment communiquer et comment faire pour qu'il tout comprenne et qu'il comprenne le monde qui l'entoure. Exactement. C'est ça. Et comment garder le lien, comment lui montrer l'exemple aussi, parce que le parent est un guide de manière à ce que ben, il se sente compris, il sente qu'il a de la valeur et progressivement qu'il grandisse. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé petit, c'est que ben, comme disent la plupart des parents, j'ai fait avec les moyens du bord. Et il y a eu beaucoup de défense. Tu sais, un peu comme une forteresse que tu construis. Certains Mhm. enfants, ils se construisent leur bulle, leur forteresse, parce que ben, ils sont bien dans leur bulle et ils ont l'impression que personne ne les comprend. Tu Ouais. vois? Et puis nous, les parents, avec nos certitudes, on rentre dans cette forteresse un peu avec nos gros sabots en disant c'est comme ça qu'il faut. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'imposer un cadre, qu'on n'a pas besoin d'éduquer, loin de là. Mais il y a une manière de faire et une manière de communiquer. Et effectivement, c'est parfois intéressant de se poser la question, c'est quoi mes certitudes et c'est quoi les besoins de mon enfant et comment faire le lien entre les deux sans que la relation soit détruite ou sans que nos valeurs, nos cadres importants soient détruits aussi. Exactement, exactement. Et c'est pour ça, en fait, que je te disais tout à l'heure que coach de vie a tout son sens, tu vois. Parce que c'est important de recentrer le parent sur lui. Souvent, le parent, il est focalisé sur l'enfant. Oui, mais... et le résultat aussi. Oui, mais je veux qu'il m'écoute. Je veux ci, je veux ça. Tu vois?
il a tout un tas d'attentes. Je veux qu'il réussisse à l'école, je veux qu'il se comporte bien en société, je veux qu'il se comporte bien avec ses frères et sœurs, je veux qu'il nous montre le respect. Oui, bien sûr. Mais toi, qu'est-ce que tu veux pour toi? Quels sont tes importants, quelles sont tes valeurs? Et Ouais. d'abord, on va aller chercher tout ça. On va aller chercher les valeurs. On va aller chercher aussi comment t'apaiser. Parce que, en principe, nos enfants, ils ont le bouton sur... euh, alors, arrête dégoupiller mon parent. Allez, c'est ce bouton-là, tac. Ah, ils le connaissent Il- très bien. Ah oui, un gros bouton rouge là. Et si le parent n'arrive pas à faire un pas de côté et à lâcher prise sur ce qui se passe là, ok, comment je reviens à moi? Comment je peux? Quels sont mes outils là pour revenir au calme? Parce que si le parent n'est pas dans sa zone de maîtrise, sa zone où il est ok, où il peut réfléchir, eh ben, il va être dans la réaction. Mhm. Et s'il est dans la réaction, il va, il va être hors de lui. Tu sais, on dit, j'étais hors de moi. Si tu es hors de toi, quel exemple tu donnes pour l'enfant de rester calme? Ouais. Tu peux pas. Tu peux pas. La réaction, ça va entraîner l'escalade. Non, mais et surtout quand les enfants grandissent. Non, mais moi, je veux ça. Et puis tu escalades. Et puis, effectivement, on revient sur un souci de communication. Mais d'abord, il y a le centrage. Il y a, OK, là, il se passe cette situation-là qui me dérange. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon masque à oxygène, tu sais, un peu comme Ouais. les hôtesses qui disent, mettez votre masque à oxygène si vous avez D'abord à des vous. personnes à charge. Oui, voilà, ouf, je respire. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça vient me chercher. Ok. Donc là, soit je suis capable de me recentrer et d'être dans ma zone de maîtrise et de gérer, de me connecter à l'enfant, soit j'interromps, je dis, là, tu vois, je suis en train de m'énerver. Donc là, j'ai besoin de me calmer. Je vais me calmer. Je suis capable de me calmer là. On en reparle plus tard. Mhm. Et là, voilà. Et cette aptitude-là, elle se fait pas en un claquement de doigts. Les gens, ils n'ont pas appris à faire ça à l'école, au travail ou quoi. Et donc, c'est important Ils de ont prendre appris ce même le temps. contraire. Ils ont appris action-réaction. C'est ça, c'est ça. Et c'est tout un apprentissage de se recentrer, de se détendre. Et puis après, une fois qu'on sait faire ça, on va être capable, quand on est calme, OK, qu'est-ce qui s'est passé là? Mhm. Qu'est-ce qui vient me chercher? Est-ce que ça vient toucher mon ego parental? Parce que moi, je sais, moi, je suis le parent et j'ai vécu ça, je sais ce qui est bon pour lui. Ouais. Est-ce que je suis fatiguée, j'ai pas assez dormi? Parce que, bah oui, ça arrive entre le travail, entre les enfants, tout ça. Et en fait, j'ai pas eu le temps de relâcher la pression. Je suis pas allée à mon sport et j'ai pas pu relâcher. Ou voilà, ça peut être tout un tas de raisons. Est-ce que c'est mon énergie du moment qui est basse ou est-ce que c'est une blessure là ça vient me chatouiller là et puis je sens que s'il gratte un peu plus, je vais sortir de moi. Il y Tu a vois? une situation qui, pour moi, illustre bien tout le travail que les coachs peuvent faire, mais ce qu'on peut vivre. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent, ils ont vécu, si vous avez des enfants, vous avez vécu cette situation au moins une fois dans votre vie. C'est quand nos enfants sont petits, je ne sais pas, 4, 5, 6, 7 ans même, et on leur demande de faire quelque chose en 10 minutes. Tu descends dans 10 minutes, ou tu ranges ta chambre en 10 minutes, ou tu te prépares dans 10 minutes. Et puis on se rend compte que l'enfant, au bout de 10 minutes, n'est toujours pas prêt.
Et là, on commence à briller sur le mode, mais il se fout de moi, c'est le manque de respect, il comprend jamais ce que je lui dis, avant de se poser la question, est-ce que mon enfant, il a la notion du temps? Est-ce Mhm. qu'il a une horloge dans sa chambre qui lui permet, qu'il sait lire et qui permet de visualiser le temps qui passe? Parce que l'enfant à cet âge-là, il n'a aucune notion du temps. Et on Ah se oui, rend exactement. compte très souvent, très très tardivement, qu'en fait, on vit dans un conflit sur ce sujet-là, juste parce que mon enfant ne connaît pas l'heure, ou qu'il ne sait pas le lire, ou qu'il ne peut pas se rendre compte. Et je donne cet exemple parce qu'il est très parlant pour tout le monde, mais il y a plein de sujets comme ça où nous allons ouvrir nos blessures de respect, d'abandon, de rejet, d'humiliation, de tout ce qu'on veut, par des petites choses au quotidien qui n'ont rien à voir. Ah oui, exactement, exactement. Et tu soulèves là un point très important quand on travaille en guidance parentale, on va aller voir tout ce qui est psychoéducation. Quel est le Mhm, développement de l'enfant? Est-ce que mes attentes correspondent à son étape de développement? Et c'est ça. Est-ce que mon enfant a la notion du temps? Si c'est un enfant maternel, non. Non. Donc, il existe ben, des time timers, par exemple, où on voit, en fait, on peut mettre 10 minutes et ça met une couleur. Et donc, voilà, petit à petit, cette couleur disparaît, 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 ou un sablier, c'est le même mhm, principe. Et effectivement, c'est important toujours de se dire, OK, est-ce que mon enfant est capable? mhm, Est-ce qu'il est capable de faire ses lacets? Est-ce qu'il est capable de lire le temps? Est-ce qu'il est capable, eh ben, je sais pas moi, d'être autonome sur cette tâche-là? mhm. Parce que si on ne se pose pas la question, on va s'énerver parce que pour nous, c'est simple, on sait le Ouais. faire en 2 secondes. Sauf que eux, ils ne sont pas capables. Et donc, il y a toute cette analyse-là des attentes des parents. Et là, ah ouais, ah oui, c'est vrai, en fait, peut-être que je lui en demande de trop. Alors que si on va le voir et au bout de, OK, tu as 10 minutes pour te préparer. Si on va le voir au bout de 2 minutes et qu'il n'a toujours pas commencé, OK, je vois que t'as pas commencé. Qu'est-ce qui te bloque? Mhm, C'est peut-être simplement, ben, ah, mais j'arrive pas à mettre mon bouton, j'arrive pas à faire ci, ou je sais pas ce que je vais mettre comme habit. Enfin, il y a forcément quelque chose qui le bloque. mhm. Oui, Ça veut oui, pas très, dire de très tout faire à leur intéressant place, mais voilà, de c'est vérifier est-ce que l'enfant il a tous les outils nécessaires pour remplir ou répondre à notre demande. Quelles sont les raisons les plus fréquentes pour lesquelles nous, les parents, on se met la pression? Tu parlais tout à l'heure sur les masques de la société. oui. Alors, je pense que aujourd'hui, il y a une pression, mais énorme. Parce que tu vois que la société évolue et que il y a un travail fondamental des neurosciences où on sait que c'est important d'être à l'écoute des enfants. Et depuis les années 2000 et surtout 2010, on explique tout aux enfants. Enfin, c'est devenu, mais même à l'excès, tu vois, des fois, un enfant de Oui, 2 ans qui ne comprend pas spécialement, on va lui expliquer le pourquoi du comment de la oui, chose. Et, et en fait, ben, il y a énormément d'émissions, de livres sur le sujet, même dans les films, on va voir. Il y a une pression sur le parent bienveillant, tu vois. oui. Et je pense que cette image du parent bienveillant, qui c'est assorti de la parentalité positive que je soutiens, mais qui est mal interprétée. Elle est Mhm. vécue un peu comme le parent qui va tout passer à son enfant. Non, Oui. c'est pas ça.
C'est pas ça. Et donc, le fait de mal interpréter et de dire, ah, tu veux un deuxième chocolat. Et mettons, ok, je te donne le deuxième chocolat. Ah, tu veux regarder l'écran. Ok, je te donne l'écran. Et ah, tu veux une heure de plus. Ok, je te donne une heure de plus. Ah non. En fait, l'enfant, en fait, il a tout ce qu'il veut et il n'a pas le cadre pour lui dire, ok, tu as ce temps d'écran-là parce que papa et maman savent que pour toi, c'est bon d'avoir une limite. Parce que si tu n'as pas cette limite-là, ben, peut-être tu vas faire que de l'écran au lieu d'aller jouer avec les insectes ou d'aller dehors, tu vois, expérimenter d'autres choses. Et est-ce que tu es pour toute cette explication ou parfois de dire non, tu as 1 heure et je sais que c'est mieux pour toi, suffit? En fait, je pense que tout dépend du développement de l'enfant. Plus il est petit et plus des explications courtes suffisent. Hmm. En fait, plus il est petit, et plus il va avoir besoin de contrôle et d'un cadre serré. Oui. Plus il grandit, plus il va développer une autonomie et il va avoir conscience des choses. Hmm. Donc, avec un petit enfant, euh, tout ce qui est du domaine de la sécurité, il n'y a pas à tergiverser. Tu me donnes la main avant qu'on traverse. Un point, c'est tout. Parce que on ne peut pas courir. Et puis j'ai besoin que tu sois en sécurité. On va pas dire 3 ans, non, donne-moi la main parce que si la voiture elle passe, non. Non. Là, point. Je te protège, c'est mon rôle. Tu me donnes la main. Tu vois? T'as pas besoin. Si le danger est là, pour moi, il y a un peu tu vois le feu de circulation. Tu as le rouge, tu as le orange et tu as le vert. Hmm. Tout ce qui est sécurité, c'est le domaine du rouge. Il n'y a pas besoin. Et puis souvent, euh, il y a un danger, c'est immédiat. Hmm. Donc non, il n'y a pas besoin de tergiverser, tu vois, c'est non. Par exemple, moi, j'ai eu une phase où ma fille se décrochait la ceinture. Là, je m'arrêtais, c'est non, c'est pas possible. Maman, elle ne prend pas le volant tant que la ceinture n'est pas accrochée. Hmm. C'est la sécurité. Ouais. Ou sinon, si par exemple, ils se chamaillent entre eux et que ça prend des proportions, j'ai dit non. Là, au bout d'un moment, je m'arrête sur le côté, on démarrera quand le calme sera revenu. On peut pas passer 3 heures à expliquer tout. C'est fatigant. C'est fatigant. Par contre, si c'est une demande orange où il y a de la négociation qui est possible, l'enfant a mangé un repas et il a encore faim. Ben là, c'est une demande orange. OK, son besoin, s'il a faim, est-ce que je peux lui donner quelque chose à manger de plus? Et Hmm. là, c'est en tant que parent qui a son cadre, OK, qu'est-ce que je veux pour lui? Qu'est-ce qui est OK là? Bah, OK, tu peux prendre une pomme, ou OK, tu peux prendre un yaourt de plus, ou OK, tu peux servir une fois. Ça, Hmm. c'est bon, tu vois? Et après, il y a les demandes donc là, c'était orange parce que, ben voilà, on regarde si on surveille le poids de notre enfant parce qu'il a tendance à grossir et qu'on veut pas qu'il grossisse. Là, voilà, c'est orange. Mais si notre enfant, il a pas, euh, s'il a pas de problème spécialement de poids, de prise de poids, bah oui, resserre-toi, mange à Hmm. ta faim, tu vois. Et s'il finit pas l'assiette? Ah, pour moi, faut pas inciter. Parce que tu crées des blocages. C'est vraiment, enfin, nos parents, la génération de nos parents, ils nous forçaient, ils ont créé des problèmes ensuite adultes où, bah, voilà, tu te forces, tu n'écoutes plus tes signaux internes. Ouais. Aujourd'hui, on sait.
On sait qu'on a les signes de la satiété au bout de 20 minutes et que c'est important d'être à l'écoute de notre corps. Et quelqu'un qui finit pas son assiette, il sait écouter finalement. Ouais, ouais. Souvent. J'ai posé la question parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et sachez que les signaux internes, ce que tu appelles, ce sont des hormones qui nous parlent. Et Oui. donc, nous avons une hormone de la satiété qui se déclenche et qui passe le message au cerveau, je n'ai plus faim. Et notre enfant, il l'entend. Mais à force de l'obliger de finir l'assiette pour finir l'assiette, en fait, il se déconnecte de cette signalisation physiologique et au bout de certains temps, il ne sait plus où on lui a inculqué que tu n'as pas le droit de te fier à ce message-là. Et donc, il y a le dérèglement quasiment hormonal qui se crée vis-à-vis de la faim et de la satiété. Donc, oui, nos enfants. Alors, après, il y a des filous hein, qui ne veulent pas finir des brocolis et qui veulent bien prendre une crème au chocolat. Mais on vous fait confiance, vous les parents, vous connaissez vos enfants mieux que personne. Donc, on a cette pression de société. Il y a aussi la pression mise par nos peurs, notre anxiété pour nos enfants. Comment ça se passe? Exactement. Comment le gérer? Alors, en fait, souvent, nos réactions vis-à-vis des comportements qui nous dérangent de nos enfants, elles viennent de la peur. On a peur par exemple, finis ton assiette, on a peur qu'ils ne grandissent pas, qu'ils ne s'alimentent pas suffisamment pour être en santé. Fais tes devoirs, euh, on a peur qu'il échoue à l'école. Hmm. Euh, sois gentil avec ta sœur ou sois gentil avec ton camarade. On a peur qu'il n'arrive pas à s'intégrer dans la société. Alors, en fait, d'une toute petite situation, tu vois, on amplifie et on se dit, oh là là, il risque d'être en mauvaise santé. Oh là là, il risque d'échouer. Et oh De là là, rater sa il vie, risque hein? de rater sa vie. Voilà. Alors, on se calme, justement, tu vois, on revient à soi. Ok, est-ce que ma peur est fondée? Est-ce que dans cette situation-là, sa santé est en jeu? Est-ce que ça, est-ce que là, académiquement, pour ses études, il a des soucis? Est-ce que il met en danger sa vie? Est-ce qu'il met en danger la vie de son entourage ou son environnement matériel? C'est ça, en fait, nos priorités. Si la réponse est non, c'est qu'il n'y a pas de priorité. Il y a juste à cadrer et à dire, écoute, là, peut-être ça va pas te plaire, mais je mets cette limite-là pour ça. C'est tout. Tu vois? Je vois bien. Là, tu vois, là, euh, pour moi, c'est important que tu fasses tes devoirs parce que, ben, voilà. Après, tu vas avoir une interrogation et puis peut-être que tu vas stresser parce que tu n'as pas révisé ou sur le moment, tu te dis, ah ben, j'ai pas compris, alors que c'est avant que c'était important de te poser la question. Mais tant qu'il n'a pas vécu, de ne pas réviser, de ne pas stresser, tu vois, s'il stresse, il rate son interro, il a une mauvaise note, et ben là, en fonction de sa réaction à cette mauvaise note, il va se dire, bon, ben, ok, ben là, soit je révise mieux la prochaine fois, soit je vais essayer de comprendre la correction, tout ça. Peut-être, oui, effectivement, j'ai pas assez fait mes devoirs, je me suis pas assez posé de questions, tu vois. Est-ce que tu trouves pas que l'enfance, l'adolescence de nos enfants et finalement notre éducation, c'est une chose très, pour ne pas dire trop sérieuse? Mhm. On met pas Oui. beaucoup de jeux, de légèreté dans dans notre relation avec nos enfants. Mhm.
Ça, c'est ouais, c'est vraiment un point fondamental et c'est une des premières choses que je vais mettre en place dans la guidance. En fait, souvent, je demande comment ça se passe. Est-ce qu'il y a du jeu libre? Oui. S'il n'y a pas de jeu libre, pourquoi? Est-ce que le jeu, c'est juste un apprentissage? Ou est-ce que ça peut être juste créer du lien, en fait, Mm, tu vois? Et où on va mettre du plaisir mm, dans la relation à l'autre pour lâcher un peu tous ces et oh là là, les devoirs, la santé, fait, aussi ranger la chambre, etc. Bien sûr, c'est important qu'il y ait un cadre de vie, mais c'est aussi important de s'arrêter et de dire, OK, voilà, comment on relâche un peu toute cette pression que moi je me mets en tant que parent et aussi cette pression qu'il a, mon enfant, parce que c'est, on dit que les enfants, tu sais, ils rient je sais plus combien de fois par jour, c'est énorme. Un bébé, il rit plus de 300 fois par jour, il me semble. Et ben, nous, si on compte le nombre de fois où on a ri de bon cœur dans la journée, bah, c'est un peu triste, hein? C'est un oui. peu triste. Et donc, l'enjeu est de remettre ce jeu-là, ce plaisir-là, de connecter à l'autre et en fait, de nourrir notre enfant intérieur aussi. Oui. C'est Et en aller fait, chercher. je te pose cette question parce que j'ai eu cette chance. Aujourd'hui, je peux le dire, j'ai eu cette chance. Ma mère, pour moi, c'est la personne la plus drôle au monde, je crois. Et j'ai énormément ri avec ma mère et c'est toujours le cas. Et en fait, j'ai réussi à avoir cette relation de beaucoup de légèreté, de beaucoup de rigolade avec mes deux ados. J'ai deux filles adolescentes et, et parfois ça surprend. Mais même au sein de ma famille, quand on nous entend rigoler, on se dit, mais non, mais elles sont pas sérieuses. Et parfois, je peux entendre cette éducation n'est pas sérieuse. Je m'en fous complet, mais je me dis, c'est dommage qu'ils rigolent pas. Ah oui, en fait l'humour, surtout à l'adolescence, mais moi je fais constamment le pitre devant mon fils et c'est comme ça que je connecte avec lui. Hmm. C'est ma carte secrète en fait. Et des fois, il y a un petit rictus et puis il est fâché contre moi et puis je dis ça, ah, maman, Tu me tu caches. m'énerves. Ouais. Ouais. Ah, t'es énervante, hein, tu veux me faire rire. Moi, je suis sérieux là. Alors oui, bien sûr, après, je vais accueillir le message qu'il veut me faire passer. Mais, ah oui, mais on rit à la maison. On rit Ouais. parce que sinon, bah, ce serait trop triste et c'est pas possible. C'est Et c'est important pas de pour mettre de la légèreté. exactement. Et c'est pas pour autant qu'on n'a pas conscience que l'éducation, c'est du sérieux. Et ma dernière question, c'est comment trouver un équilibre pour nous, les parents, dans l'obligation de protéger nos enfants des dangers, il y en a, hein, et du fait qu'il faut leur laisser la place pour vivre leur expérience. Hmm. Oui, ça, c'est vraiment une question fondamentale de savoir, de mettre la conscience au bon endroit, en fait. Et donc, face à une situation, et mettons le trajet pour nos ados, hein, le trajet pour aller au collège. Donc, je vais te donner l'exemple que j'ai vécu. Mon fils avait changé de collège pour la cinquième et c'était vraiment pas loin de chez nous. J'ai insisté à ce qu'il prenne son vélo pour y aller, sans me poser la question,
est-ce qu'il est prêt émotionnellement voilà, pour le trajet, c'était vraiment très, très, très simple, c'est pas long. Je l'ai fait une fois avec lui, aller-retour. Et pour moi, c'était bon, hein. C'est bon parce que ben, moi, je prenais le bus hein, quand même depuis que j'allais à la maternelle, je prenais le bus pour aller au village à côté. Donc, voilà. Et en fait, j'ai insisté. Il me disait, maman, j'ai peur. Là, j'ai croisé une voiture, ils m'ont klaxonné, etc. Et, j'ai eu peur, j'ai pas envie d'y aller. J'ai dit, oui, tu as eu peur. Comment tu as réagi, etc. Il m'a expliqué et le lendemain, il voulait pas y aller. Et je lui ai Hmm. dit, non, c'est important, tu continues, tu y vas, etc. Il y allait en criant, en pleurant. Donc, bon, pour une maman, c'est pas facile, hein. Et là, je me suis dit, est-ce que tu es sur la bonne voie? Tu vois? Et ça a duré, bah, plusieurs jours, ça a duré un mois, l'histoire. Et puis après, les jours, tu sais, ils raccourcissent rapidement à l'automne. Ouais. Et il a fait le trajet de nuit. Et là, il est revenu en panique. Et là, je me suis dit, waouh, Mylène, je pense que là, temps mort, analyse un petit peu, je pense que là, tu vas trop loin. Et voilà, on en a parlé avec mon mari, tout ça, et on est revenu en arrière, et c'est mon mari qui a fait les trajets parce que bah, moi, j'avais encore, voilà, les filles à amener de l'autre côté. Et des fois, on veut pousser à l'autonomie, sauf que la- il y a des défenses émotionnelles qui font que ça va créer de l'anxiété. Donc, c'est important de se mettre à la place de l'enfant et de voir, OK, qu'est-ce qui est bon pour toi? La peur, elle est là pour être dépassée, certes, mais je vais t'accompagner, comme j'ai fait pour le premier trajet, je t'accompagne pour que tu vois que c'est OK, etc. Comme j'ai pu l'accompagner en bus aussi, pour qu'il repère le trajet, etc. Mais comment je peux faire pour t'accompagner vers cette autonomie-là et que toi, tu sois OK aussi, que tu sois pas tellement débordé par ton anxiété que finalement, ben, là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mon fils ne veut plus prendre son vélo. Donc, il y a pourtant, avec moi, on l'a repris ensemble, mais faire un trajet seul à vélo, c'est non. Et il a 14 ans et demi. Ouais. Donc, voilà, c'est où je mets ma conscience, moi, quel est mon but à moi, mais est-ce que mon enfant est prêt? On revient à ce qu'on a vu tout à l'heure sur est-ce qu'il a conscience du temps, l'enfant, etc. Ok, il en est où, lui? Et quand ça se Pourquoi? passe dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui demande Oui, d'une autonomie, faire les choses par oui. lui-même, mais nous, on se sent pas prêt à lâcher. Ok. Alors là, je pense que déjà, c'est bon de faire une introspection de soi-même. Ok, j'ai peur de quoi? Quels sont les dangers? On l'a vu tout à l'heure. Quels sont les dangers? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ok. Alors là, si on demande à notre cerveau, il va te sortir mais un milliard de Oui, tout points à qui fait. pourraient se passer. Tout à Parce qu'il fait. adore notre Mais cerveau, il adore de vivre dans les catastrophes qui n'arriveront jamais. oui, mais en même temps, je veux que mon enfant grandisse et je veux qu'il vive des Alors, expériences, c'est etc. intéressant parce que c'est la question qu'on pourrait se poser. Est-ce que je veux que mon enfant grandisse? Parce que parfois, c'est notre aussi sécurité émotionnelle. Mon enfant est petit, il a besoin de moi, je suis nécessaire, donc je le garde petit. Oui, ah oui, bien sûr. Et se poser cette question-là, ben, au bout d'un moment, si ton enfant, enfin, on va parler de l'adolescence parce que c'est là où on leur donne de plus en plus de liberté, progressivement, hein, les années collège et lycée. euh, ok, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui rentre pour moi tolérable
jusqu'où je suis prêt à lâcher. Et après, moi, ce que je trouve qui fonctionne bien, c'est établir un contrat. Donc déjà, en tant que parent, voir consciemment, OK, bon, ben, j'ai peur de quoi? De ça, 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 1000 raisons, parce que, ben oui, le petit cerveau, il est là pour nous protéger, nous maintenir en vie. Donc, il y a tout un tas de peurs. OK, j'ai peur. Mais quelles sont les peurs que je suis prête à prendre sur moi pour le laisser grandir? Objectivement, si c'était pas mon enfant, un enfant de cet âge-là, qu'est-ce qu'il devrait pouvoir faire? Être en Ouais. mesure de vivre, faire, etc. Est-ce que je suis prêt à le laisser sortir l'après-midi en ville? Tu vois, Mm. c'est des cas qui se présentent. Oui, il y a plein de dangers, oui, mais ok, qu'est-ce qui pourrait me sécuriser? Bah déjà, souvent ils ont un portable. Quand ils sont voilà, dans ce cadre de figure-là, ok. La localisation, ok. Et donc là, on va donner tous nos points, tu vois, nos points. Alors moi, je suis ok de te laisser avec les copines faire un tour en ville si la localisation est activée. Si tu rencontres ce cas de figure-là, ben, je ne sais pas, quelqu'un qui les demande de les suivre, etc., c'est non. C'est tu fais ci, tu fais ça. Voilà, on va aborder un peu tout ce qui peut se passer et, et même on peut aussi questionner l'enfant. Bon, ben, si il y a quelqu'un qui t'aborde et qui te dit, qui veut te montrer ci, ça, machin, même si c'est très gentil, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu réponds? Et on voit, on teste un peu l'enfant. Et donc là, après, on va mettre notre limite. Bon, pour moi, si il se passe ça, tu vas voir une autre personne adulte ou tu rentres dans un magasin où tu fais ci, tu fais ça. Voilà, on va aborder parce que et lui dire, bah, écoute, pour moi, je sais qu'il y a tout un tas de dangers et là, je fais un effort Ouais. pour parce Mais que finalement, ça peut être voilà. des magnifiques opportunités pour exprimer nos peurs, pour Oui, l'éduquer et pour tester. oui, c'est ça, c'est ça. On n'est pas obligé de faire voilà de lâcher l'enfant comme ça sans rien. Parce que tôt euh, ou tard, ça va voilà, arriver. c'est ça, c'est ça. Donc, bon, ben là, ben, vous allez manger un petit bout en ville, entre copains, très bien, on vient te chercher, ou tu y vas à pied, voilà, peu importe hein, le cas. Mais peut-être, ça va être, ben, quand tu es arrivé, fais-moi un petit signe, un petit texto. Euh, voilà, quand tu repars, fais-moi, appelle-moi. Et s'il se passe ci, s'il se passe ça, ben voilà, tu peux aller voir un autre adulte, faire ci, faire ça. Si Ouais, un parent te propose de te ramener, ben appelle-moi parce que moi je veux être au courant. Si tu ouais, prends, si ton ami a une moto, ben et qu'on te propose de monter, casque, pas casque, etc., tu m'appelles parce que moi je veux que tu me demandes la permission. ouais, Voilà. Et tout ça, ça va être les jalons de confiance. ouais. Et si finalement, plus tard, tu apprends, ben, moi, l'autre fois, il m'a dit, ah ben, je suis montée sur la moto. Quoi, t'es montée sur la moto, mais je n'étais pas au courant. Est-ce que je t'avais donné la permission? Non. Alors, par contre, je suis super contente que tu me le dises. Juste la prochaine fois, tu me passes un petit coup de fil. Hmm. Ouais, Voilà. c'est Et c'est important de comme le dire, ça. ouais. C'est parce qu'on va pas le verrouiller dans sa chambre parce qu'il est monté sur la moto. C'est fait, c'est voilà. Mais juste dire bon ben ok, ben merci de me l'avoir dit. Ça montre que voilà, il y a une bonne communication entre nous. Tu me fais confiance. Moi, j'aimerais la prochaine fois que tu m'appelles juste avant. Magnifique. Tu vois? On voit très bien que les sujets sont inépuisables parce que nos enfants, c'est les prunelles de nos yeux, donc on pourrait en parler des heures. Mylène, comment on peut te trouver? Comment on peut se faire accompagner par toi? Alors, je suis présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn.
Et aussi, j'ai mon site web qui est candelcoaching.fr. Donc, je donnerai toutes ces coordonnées-là. Je te les ferai passer, Julita. Je les mets dans la description de ce podcast, donc vous pouvez descendre en bas. Profitez pour vous abonner, pour nous mettre un commentaire, des étoiles si c'est Apple Podcast, et retrouver Mylène Candel pour se faire accompagner dans de la plus belle mission qu'on a, être parent et le faire en conscience, en légèreté et donner la confiance à nos enfants et garder la confiance en nous. Merci Mylène, beaucoup, est-ce que tu Julita. aurais un mot de la fin pour nos auditeurs? Oui, pour moi, ce qui est très important lorsqu'on est face à nos enfants, c'est de toujours, toujours, toujours prioriser la relation. Donc, si je réagis, est-ce que ça va briser la relation? Quel va être l'impact sur la relation s'il y a ci, s'il y a ça? Toujours, toujours prioriser la relation, toujours connecter à l'essence de l'enfant, à sa bulle. Essayer de rentrer dans son monde, de voir les choses avec ses yeux pour le comprendre. Et après, vous pouvez poser votre demande. Mais c'est une fois que vous avez connecté. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir les guider vers vos attentes, avec votre cadre, aligné selon vos valeurs. Voilà. Un immense merci. Merci à toi, Julita, pour ce temps et merci pour ben, ces questions super pertinentes parce que je pense que là, les parents, ils vont vraiment se projeter dans tout un tas de situations qu'ils vivent. Et donc, merci beaucoup, beaucoup pour cette opportunité. C'était un grand plaisir.